peut changer d'appartement, on peut changer de voiture, on peut changer de maison s'il nous plaise plus, mais on pourra jamais changer de corps. L'organisation de notre société fait que on travaille, on a notre retraite. À ce moment-là, on se dit qu'on va enfin pouvoir profiter parce qu'on a travaillé dur et en fait, c'est le moment où on tombe malade. Alors, c'est pas une vue de l'esprit, c'est les statistiques qui le disent. Thomas Pesquet, de base, il a des capacités physiques exceptionnelles. Il a été entraîné pour avoir en plus une condition physique exceptionnelle. On l'envoie dans l'espace. Quand ils reviennent sur Terre, on a une fonte musculaire qui est très importante. On a une baisse des os. Les os sont devenus plus fragiles. Dans l'année qui suit le retour sur Terre d'un cosmonaute, on a un risque très élevé de faire une hernie discale. Le fait de partir dans l'espace, de plus avoir notre corps qui est soumis à des contraintes 24 heures sur 24 liées à la gravité, à l'attraction terrestre, c'est nocif pour le corps. Votre corps, il devient de plus en plus fort en fonction de ce à quoi vous le soumettez. Si vous l'entretenez à ne rien faire, alors votre corps va devenir de plus en plus efficace à ne rien faire. On a toujours des journées exceptionnelles. On a toujours des bonnes raisons pour se dire qu'aujourd'hui, il y a eu quelque chose, mais par contre, je le ferai demain. Et ça, c'est l'erreur. Donc, si vous décidez de vous mettre en mouvement, il faut commencer aujourd'hui et pas demain. Ça, je vais être honnête avec toi, c'est une question que j'aime pas trop. Si on trouvait, on inventait un médicament qui avait tous les bienfaits de l'activité physique, bah, tout le monde en prendrait. À la différence qu'un médicament, ça a forcément des effets secondaires. L'activité physique n'a aucun effet secondaire. La capacité physique, c'est le meilleur marqueur de l'espérance de vie en bonne santé. Essayez de faire et regardez sur vous comment vous vous sentez. C'est facile à faire et surtout ça permet de faire un diagnostic rapide. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de commencer une activité physique et de la maintenir ? Les neuroscientifiques ont très clairement répondu à cette question. Le cerveau, avant de faire une activité physique, il va absolument vouloir éviter l'effort. C'est jamais trop tard, il faut jamais être fataliste. J'entends ça tous les jours en consultation. Non mais mon médecin m'a dit de faire attention à mes articulations. Non mais je dois me préserver, je dois faire attention à mon périnée. Ce changement de paradigme que t'expliques, il est dû à de la méconnaissance. Je vais donner 3 conseils très simples. C'est les conseils que je donne à tous les patients qui viennent me voir pour débuter une activité physique. Donc là, c'est comme si on avait une première consultation ensemble. Premier facteur sur lequel il faut grandement réfléchir, c'est 80% d'entre vous ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Avez-vous peur de l'engagement ? Avez-vous une autre chaîne préférée de santé que la nôtre ? Plus sérieusement, abonnez-vous. Raph et moi, on se donne à 100% pour vous inviter les meilleurs experts et vous donner le meilleur contenu possible. Alors, abonnez-vous pour nous donner une meilleure visibilité et pour donner encore plus envie aux experts de venir sur notre chaîne. Merci encore. C'est parti pour l'interview. Est-ce qu'à un moment, il est trop tard pour reprendre une activité physique et bénéficier de ses effets positifs ? Non, vraiment non, il n'est jamais trop tard pour reprendre une activité physique et pour bénéficier de ses effets positifs. Là-dessus, il faut être très clair. Le meilleur moment pour débuter une activité physique, c'est quand on est petit. Et le deuxième meilleur moment, c'est tout de suite. Quand on vient au monde, quand un bébé arrive, et moi je suis bien placé pour le savoir en ce moment, ça a surtout du gras. Un bébé, c'est assez dodu, ça a des bourrelets, ça a pas beaucoup de muscles. Et puis petit à petit, ça va apprendre à se retourner, à se ramper, à se mettre à 4 pattes, à marcher, etc. Ça va se développer et ça va acquérir du muscle au cours de son développement. Ça va continuer ça à l'adolescence jusqu'à avoir à peu près à l'âge de 30 ans le pic de masse musculaire chez tous les individus. Qu'est-ce que c'est que le pic de masse musculaire ? C'est la quantité maximale de muscles que possède une personne. Donc si je résume, on part plus ou moins de zéro, j'exagère, au moment de la naissance, et puis on a notre quantité de muscles qui augmente jusqu'à 30 ans. Et malheureusement, à partir de 30 ans, cette quantité de muscles, elle va décroître, elle va diminuer au cours du temps. Et elle va diminuer jusqu'à un certain seuil, et quand on n'a plus assez de muscles, qu'on passe ce seuil, on rentre dans la dépendance. Ça se matérialise comment ? Par exemple, on n'a plus assez de force pour ouvrir une bouteille d'eau, pour ouvrir un pot de confiture. Je suis sûr que c'est des images qui ont parlé à tout le monde. Une grande tante, notre grand-mère, etc., qui nous demandait d'ouvrir une bouteille d'eau parce qu'avant elle y arrivait, maintenant elle n'y arrive plus. Après, quand ce manque de muscles continue, ben, ça peut être une difficulté pour faire ses courses, pour porter ses bagages. Et puis après, si on a encore la quantité de muscles qui diminue, ben là on peut rentrer vraiment dans quelque chose de la grande dépendance, ne plus réussir à se lever de sa chaise ou à sortir de son lit. Donc, ça, cette courbe, avec cette forme-là, un petit peu en triangle, c'est vraiment si on fait rien. Parce que chacun peut décider de faire en sorte que cette courbe, elle ait une autre forme, elle ait une autre allure. Soit elle décroît moins vite, soit, au contraire, elle est stable, soit même elle augmente. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment bien avoir en tête. Donc c'est vraiment très important de se dire qu'il est jamais trop tard pour modifier cette courbe, et c'est les actions qu'on va faire dans notre vie de tous les jours qui vont déterminer
l'évolution de notre masse musculaire au cours du temps. Dans la deuxième partie de ta question, tu m'as parlé des effets bénéfiques de l'activité physique. Ça, je vais être honnête avec toi, c'est une question que j'aime pas trop. Parce qu'en fait, il y a trop de bienfaits sur l'activité physique. Il y a trop de choses, ça impacte absolument tous les spectres. Tous les spectres du corps humain, tous les spectres de la santé, ça améliore toutes les pathologies, ça prévient toutes les maladies. Donc à chaque fois on se retrouve à faire une liste et je vais être obligé de la faire parce que je peux pas ne pas la faire, mais on oublie toujours des choses. Donc on peut dire que ça améliore la santé physique, donc la santé des articulations, les muscles, ça permet de bien vieillir, de mieux se déplacer, de moins être dépendant, on vient de le dire. Tout ce qui est mental, ça améliore la santé mentale, ça améliore les santé cognitives, la capacité de réflexion, mais ça réduit aussi, par exemple, les syndromes dépressifs. Donc, sur tout cet aspect-là, c'est hyper important. Ça améliore aussi notre système immunitaire. Donc, ça nous permet de moins tomber malade. Ça diminue le risque d'avoir plein de cancers. Et puis, si on a un cancer, ça améliore notre pouvoir de guérison et notre risque de rechute. Donc, en fait, ça améliore absolument tous les aspects. Ça permet de mieux dormir aussi. Donc, voilà. Et j'en ai oublié parce que il y a des chercheurs, pas mal de chercheurs qui commencent à dire qu'en fait, il faut arrêter de faire des recherches pour montrer les effets de l'activité physique, les effets bénéfiques, parce qu'en fait, il y en a plein, ça améliore tout, et puis voilà, qu'on dépense notre argent à faire des recherches sur autre chose. Il y a quand même une phrase, je pense, qui peut un peu marquer les esprits, c'est de se dire que il y a aucun médicament qui a autant de bienfaits que l'activité physique. Et donc, la conséquence de ça, c'est que si on inventait un médicament qui avait tous les bienfaits de l'activité physique, bah tout le monde en prendrait. À la différence qu'un médicament, ça a forcément des effets secondaires. L'activité physique n'a aucun effet secondaire. Donc, il n'y a que du positif, ça améliore tous les aspects de la santé avec aucun effet négatif en contrepartie. Et en plus, c'est gratuit, mais c'est peut-être l'aspect négatif, c'est que justement, c'est gratuit, donc il y a plein de gens qui n'en voient pas l'intérêt. Comment est-ce que quelque chose d'aussi puissant pourrait être gratuit ? C'est passionnant et on va parler bien évidemment dans cette vidéo d'activité physique et plus tard tu nous donneras 3 conseils pour commencer ou reprendre une activité physique sans se blesser et notamment pour les personnes qui ne font plus rien depuis un certain temps. Donc ceux qui commencent à se dire écoute, j'ai pas eu d'activité depuis longtemps, j'ai peur de reprendre, restez bien à la fin de la vidéo, vous allez voir que c'est particulièrement passionnant. Mais avant tout ça, qui es-tu, Raph ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je sais que tu es sur cette belle chaîne avec moi, mais présente-toi. Alors, je m'appelle Raph, je suis kiné du sport et ostéopathe. On m'a posé la question récemment là sur un podcast. Je suis avant tout, et on est tous les deux avant tout professionnels de santé, et à côté de ça, on a une chaîne où effectivement on fait différents types de contenus, mais avant tout, on est pour la grande partie de notre temps au cabinet, à voir des patients. Ça, c'est important de recentrer là-dessus. Comme j'ai dit, je suis professionnel de santé et donc on a cette chaîne ensemble où dessus, on donne des conseils pour améliorer la santé des personnes de plus de 50 ans, pour leur donner des conseils pour bien vieillir. Bien vieillir, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des choses très très différentes suivant les gens. Ça peut être simplement continuer à être en forme, donc par exemple en perdant du poids, par exemple en reprenant une activité physique. Ça peut vouloir dire être suffisamment bien pour avoir une retraite qui est pleine de plaisir en continuant de faire ce qu'on veut, voir les gens qu'on veut, avec de la randonnée, peut-être de la plongée, des voyages, des choses comme ça. Et puis, ça peut aussi vouloir dire peut-être préparer l'étape suivante en restant le plus longtemps possible chez soi, en étant indépendant et en vieillissant bien. On entend partout qu'il faut bouger, que c'est bon pour la santé, mais est-ce que ça a toujours été le cas ? Ça, c'est intéressant parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les bienfaits de l'activité physique, maintenant, on en entend parler absolument partout, mais finalement, c'est quelque chose qui est très récent. Et pour illustrer ça, il y a une histoire que j'aime bien. Faut se replonger un petit peu en arrière. On est en 1953. Et on a un journaliste qui pose une question à Winston Churchill et qui lui demande les secrets de sa longévité. Parce que Churchill, il a vécu très longtemps. Et donc, à cette époque-là, c'était pas si courant que ça. En tout cas, pas à l'âge jusqu'auquel il a vécu. Et donc, on lui demandait un peu quelle était sa recette magique. Et il a eu cette réponse qui est restée dans les annales, qui a marqué tout le monde. No sports, just whiskey and cigars. Donc, pas de sport, juste du whisky et des cigares. Faut savoir que cette réponse, il l'a fait pas par hasard. En fait, il l'a fait parce que, en même moment, en 1953, il y a un chercheur britannique qui s'appelle Jeremiah Noah Morris, qui a publié une étude scientifique qui a été un véritable raz-de-marée, parce que ça a été le premier à mettre en avant les bienfaits de l'activité physique. Ce qu'il a fait, Jeremiah Noah Morris, c'est qu'il avait une intuition,
et il a pris les travailleurs de la société de bus londonienne et il a comparé 2 types de travailleurs, les conducteurs de bus aux contrôleurs de bus. Donc le conducteur de bus, comme on l'imagine, il est assis derrière son volant toute la journée, il conduit son bus, donc il bouge absolument pas du matin au soir. Et à côté de ça, on a le contrôleur de bus, et lui, le contrôleur de bus, il passe d'un passager à un autre pour contrôler, voir s'il a acheté son ticket. Après, il va changer de bus, donc il va marcher entre 2 bus, puis après il va changer de ligne, donc de bus, donc il va marcher entre 2 lignes. Et puis il faut pas oublier qu'il va monter et descendre des escaliers, parce que les bus londoniens, c'est les fameux bus rouges à 2 étages. Donc eux, ils bougent absolument tout le temps. Et ce qu'il va se rendre compte, quand il va comparer l'état de santé de ces 2 populations, c'est que les conducteurs de bus, malheureusement, ont 2 fois plus de risques de faire un infarctus, et quand ils font un infarctus, ils ont 2 fois plus de risques de décéder. Donc, ça paraît assez peut-être évident de nos jours, même si les résultats sont quand même assez fous. Et c'est énorme comme chiffre. C'est énorme comme différence. Ouais, c'est vraiment énorme. C'est énorme. 2 fois plus de risque d'infarctus, 2 fois plus de risque d'en mourir. Et puis surtout, ce qui est assez dingue, c'est qu'on pourrait dire que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas tellement de prise. On travaille, quand on trouve un travail, on est content, etc. Et généralement, peut-être qu'on regarde le travail qu'on fait, peut-être qu'on regarde le salaire, mais on réfléchit pas trop aux conséquences que ça peut avoir sur la santé. En tout cas, généralement, dans le processus de décision, ça rentre pas en ligne de compte. Donc voilà, c'est cette première étude qui fait réagir tout le monde, notamment Winston Churchill avec sa réponse, parce que lui, il y croit pas du tout. S'il y croit pas du tout, il y a plein d'autres personnes qui croient pas du tout. Donc Maurice, il va faire une deuxième étude. Ce coup-ci, il va s'intéresser au bureau de poste londonien et il va encore comparer 2 populations. Il va refaire la même chose. D'une part, les guichetiers, donc ceux qui sont assis derrière les guichets du matin au soir. Ils achètent les timbres, enfin, ils vendent les timbres plutôt, ils donnent les lettres, ils donnent les colis, etc. Mais ils bougent pas derrière leur guichet. Et les postiers, ils vont passer de boîte aux lettres en boîte aux lettres pour distribuer le courrier, que ça soit à pied ou à vélo. Même résultat. Les guichetiers ont 2 fois plus de chances d'avoir une maladie cardiaque, une maladie du cœur, et ils ont 2 fois plus de chances d'en mourir. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Mais Maurice va aller encore plus loin. Il va faire une 3e étude, il va revenir sur la population qu'il avait étudiée dans sa première étude scientifique, donc à savoir les contrôleurs et les conducteurs de bus. Et là, en plus, il va comparer les tailles de leurs vestes et les tailles de leurs pantalons. Et il va mettre en évidence un cercle vicieux qui est évident, mais qui est absolument révolutionnaire pour l'époque. C'est que les conducteurs de bus, ils ont des tailles de vestes et des tailles de pantalons qui sont plus élevées, qui sont plus grandes. C'est normal, ils bougent moins, ils se dépensent moins, donc ils sont majoritairement en surpoids. Et donc, on a cette association qui se met avec, encore une fois, les maladies du cœur et le risque de décéder derrière. Surpoids, maladie, décès. Voilà un peu les 3 étapes. Pour en revenir au début, si on en revient à la question qu'on a posée à Churchill, quel était le secret de sa longévité, que vous en bénéficiez aussi? Ce qu'on sait, c'est que c'était pas le whisky, c'était pas les cigares, mais Churchill, il a énormément marché, d'accord? Il a été connu pour énormément soutenir le moral de ses troupes pendant la Seconde Guerre mondiale, donc soit sur le front, quand il allait voir directement les soldats, il y a plein de photos où on le voit au milieu des soldats, et puis après, dans Londres, quand Londres se faisait bombarder, notamment par les Allemands, pareil, il passait beaucoup de temps pour soutenir le moral de ses concitoyens. Très intéressant. Et donc, les conducteurs et les contrôleurs de bus avaient cette différence-là, que une partie était sédentaire et une partie pouvait beaucoup plus bouger. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer la différence donc, entre l'inactivité physique et la sédentarité et me dire ce qui est recommandé et quelles sont les recommandations? C'est vrai que ça, c'est une notion qui est capitale parce que c'est une notion qui est mal comprise, la différence entre la sédentarité et l'inactivité physique, parce que c'est 2 choses différentes et il y a beaucoup de gens qui les confondent. On va commencer par la sédentarité. La sédentarité, c'est le fait de rester trop longtemps assis. Et on sait que si on reste plus de 7 heures, plus de 8 heures assis par jour, c'est néfaste pour la santé, on augmente son risque de mourir, tout simplement. On augmente son risque de tomber malade et on augmente son risque de mourir. Sympa ça. Très sympa. Donc, tous les gens qui nous écoutent peuvent essayer de faire un petit peu le calcul chez eux. Combien de temps est-ce qu'ils passent assis par jour? 7-8 heures, ça vient très rapidement dans nos sociétés. On fait le décompte ensemble. La nuit, ça compte pas. J'avais quelqu'un qui a mis ça en commentaire sur YouTube sous une de nos vidéos. La nuit, ça compte pas. On dort, c'est très important de dormir. Ok, certes, on est immobile, mais ça compte pas. Le matin, on se lève. Généralement,
on prend notre petit déjeuner, et puis tous les moments où on mange dans la journée. Petit déjeuner, déjeuner, dîner. Généralement, on est assis. Ensuite, transport pour aller travailler. Que ce soit en voiture ou en transport en commun, généralement, on est assis. Au travail, on est assis à un bureau face à un écran. Et encore une fois, on est assis. Et le soir, on décide de se détendre un peu devant un film ou une série. Généralement, on est assis. Donc, moi, j'ai parlé de 7 à 8 heures maximales pour pas avoir des effets négatifs sur la santé. Ce qu'on se rend compte, c'est que la plupart des gens sont à 12, 13, 14 heures par jour assis très facilement. Ça va très vite dans On le nos voit sociétés. très souvent au cabinet. Les patients, c'est presque constant. Mais on le serait aussi. Nous, on a une chance incroyable d'avoir un métier où on est debout, où on bouge, etc. Mais on pourrait très facilement être à leur place. Ça, faut en avoir conscience. Et c'est vrai que c'est très difficile. Donc, j'ai bien conscience que quelqu'un qui passe autant de temps assis, moi, je lui dis, il faut passer 7-8 heures. Et je sais très bien qu'il va me dire, il est gentil, mais la différence entre 7-8 heures assis et les 12, 13, 14 heures que je passe est trop grande. Je peux pas réduire ça. Rien qu'avec mon temps de travail. Donc déjà, le premier objectif que tous ces gens-là peuvent se donner, c'est de diminuer de 30 minutes le temps passé assis et de remplacer ces 30 minutes par 30 minutes de marche. Et si les gens font ça, nos patients font ça, ça va diminuer leur risque de mourir de toutes causes confondues de 15%. Donc, pour tous les gens qui pensent que viser les 7-8 heures, c'est impossible, déjà, donnez-vous ce premier objectif et ça sera très bénéfique pour la santé. Après manger, allez marcher un peu, par exemple, quand vous êtes au travail, ou rentrer un peu en marchant le soir. Et rien que ces 30 minutes feront une énorme différence. Alors ça, c'est quand même un conseil très simple, mais tellement puissant. Et je vais avoir une petite question sur ça. Est-ce que ces 30 minutes, tu les conseilles plutôt de le faire en un seul bloc? Ça veut dire que dans la journée, je vais me dire, je continue à travailler et je viens de me dire que à 11h, à 10h30, j'ai une pause, je le fais en 30 minutes si on a la capacité. Ou sinon, est-ce que vaut mieux faire 5 minutes par 5 minutes et segmenter dans la journée? Absolument ce qui les arrange. D'accord ? Il faut bouger. Et cette notion d'activité, elle peut être segmentée comme on veut. Ok, donc si déjà on doit retenir une chose de cette vidéo, c'est de se dire que on doit essayer de trouver 30 minutes de plus pour marcher dans la journée. Hyper important. Et tu vois, ta question est très pertinente parce qu'elle arrive sur la deuxième notion qui est celle de l'inactivité physique. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc l'inactivité physique, c'est le fait de ne pas faire d'activité physique. Les recommandations actuellement, c'est de faire 30 minutes d'activité physique par jour. Comme tu l'as dit, ces 30 minutes d'activité physique, elles peuvent être segmentées de la manière dont on le souhaite. Donc on peut faire 3 fois 10 minutes. Si une personne se rend compte qu'elle ne va pas réussir à faire ces 30 minutes d'activité physique par jour, ça peut être le cas, ça m'arrive parfois, alors dans ce cas-là, il faut se dire que tout ce qu'elle va faire comme mouvement, elle essaie de le faire très vite, de mettre de l'intensité dans son mouvement. Elle doit aller d'un point A à un point B, elle marche très rapidement. Elle doit monter des escaliers, elle les monte très rapidement. D'accord ? Et cette intensité, elle fait que on peut diminuer les 30 minutes d'activité quotidienne par jour à 15 minutes. D'accord ? Si on met de l'intensité. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Comme pour la sédentarité, si on n'arrive pas à faire ces 30 minutes d'activité par jour, qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la santé ? On a plus de risques de tomber malade et on a plus de risques de décéder. Ce qu'il faut absolument pas se dire, c'est arriver à la fin de la journée et se dire « j'ai pas fait mes 30 minutes d'activité physique parce que j'ai eu une journée exceptionnelle, parce que là j'ai eu ça qui s'est rajouté, parce que je suis un peu malade, parce que... » Voilà, on a toujours des journées exceptionnelles. On a toujours des bonnes raisons pour se dire qu'aujourd'hui, il y a eu quelque chose, mais par contre je le ferai demain. Et ça, c'est l'erreur, de se dire « je le ferai demain » parce que quand on dit qu'on va le faire demain, en fait on le fait jamais. Donc si vous décidez de vous mettre en mouvement, il faut commencer aujourd'hui et pas demain. Ça, c'est hyper important. Quand je t'ai dit tout à l'heure que ces deux notions, elles étaient confondues, c'est parce que certaines personnes connaissent pas bien la définition, ce que je viens d'expliquer sur la différence entre les deux, mais en plus, leurs effets sont indépendants. C'est-à-dire que moi, mon cabinet, là où je suis placé, j'ai plein de bureaux et d'entreprises autour de là où je travaille. Et donc, j'ai en partie des gens actifs qui font du sport, qui viennent me voir. Et j'ai même une population assez sportive, c'est-à-dire des gens qui font 1 heure de sport tous les jours. Donc, ils sont considérés comme très sportifs ? Qui sont considérés comme très sportifs, qui se considèrent comme tels, qui ont cette image, qui sont musclés, etc. Le problème, c'est que ces personnes-là, elles passent 7, 8, 10 heures assis
dans le cadre de leur travail. Et donc certes, elles n'ont pas les effets négatifs de l'inactivité physique dont on vient de parler, mais elles ont les effets négatifs de la sédentarité. D'accord ? Et beaucoup pensent que, comme elles font du sport à côté, ça vient compenser les effets de la sédentarité. Et ça, c'est absolument pas le cas. Donc il faut vraiment avoir cette notion en tête, il faut vraiment jouer sur les deux tableaux, ça c'est fondamental. Donc il y a une dissociation du risque. Et on peut être sportif et sédentaire, et si on est sportif et sédentaire, la sédentarité va nous amener forcément des facteurs de risque plus importants sur nos risques cardiovasculaires et autres. Tout à fait. Qu'est-ce que tu conseillerais ? Donc déjà, on peut donner quelques petits repères, c'est de se dire, le midi, on peut manger tranquillement avec ses collègues, mais ensuite, tout simplement faire 10 minutes de marche à la place de se poser à la cafétéria et boire un café. Ouais, on l'a dit, en fait, il faut essayer de grappiller absolument n'importe quel moment. Et même si c'est segmenté, il faut le prendre. Il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils font que 5-10 minutes, alors c'est inefficace, ça sert à rien et autant pas le faire. C'est vraiment faux. Ça, c'est totalement faux, d'accord ? Chaque petit pas compte, chaque étage que vous montez supplémentaire est important par les escaliers. Voilà, chaque petit grain de sable, il faut venir le prendre. Et vous voyez, c'est 5 minutes que vous avez grappillé le matin en allant travailler, c'est 10 minutes entre midi et 2, c'est 10 minutes le soir, à la fin vous êtes à 25 minutes, vous rajoutez 5 minutes après manger, boum, et vous avez vos 30 minutes. Donc voilà, en grappillant sur chaque petite occasion, à la fin on a nos 30 minutes. Moi, ce que j'aime bien dire aussi à mes patients, quand je les vois au cabinet, c'est par exemple, vous rentrez chez vous, vous avez peu le temps de marcher, eh bien, posez vos affaires, déposez vos affaires chez vous, vous fermez tout de suite la porte et vous faites juste le tour du pâté de maison, tranquillement, parce que de un, ça va être un sas de décompression. Après une journée stressante, on a plein d'idées dans la tête, et des fois, juste le fait de marcher sans but, ça aide à venir faire une vraie pause. Moi, j'aime bien ce concept de vraie pause où le cerveau, il va se reposer, il va plus être dans le réfléchi, il va être dans le ressenti. Je vais marcher, je vais penser, je vais regarder un arbre, je vais ressentir le vent sur mon visage. Sans but, ça va faire beaucoup de bien. Et comme ça, derrière, on vient faire notre activité physique, on vient marcher, on vient casser cette sédentarité plutôt. Et puis derrière, quand on rentre, on peut faire nos tâches de la vie quotidienne. Je trouve que c'est une bonne idée pour casser cette sédentarité, même quand l'emploi du temps est assez serré. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui veut débuter une activité physique ? Donc, est-ce que tu peux nous rappeler déjà ce que c'est qu'une activité physique simplement, et ensuite me dire comment faire pour en débuter une ? L'activité physique, ça va être le fait de se mettre en mouvement. C'est le mouvement. C'est le mouvement, d'accord ? Il faut rester assez simple là-dessus. C'est le fait de bouger. Donc effectivement, on peut bouger en faisant du sport et puis on peut bouger en faisant d'autres activités que du sport, comme du jardinage, comme aller chercher, comme monter les marches, comme aller chercher ses enfants, ses petits-enfants à l'école, etc. Voilà. Dès qu'on bouge, on fait de l'activité physique. Il faut quand même avoir en tête cette notion que il faut que l'effort il soit un petit peu soutenu. Si on fait quelque chose qui est trop facile, qui est absolument transparent pour le corps, faut pas considérer ça comme de l'activité physique et il y aura peu de bienfaits. Tu marches les mains dans les poches à une allure de 3 km, ça va pas être considéré. Le shopping et la visite du musée, c'est un peu faible. Ouais, ok. D'accord ? Faut quand même qu'il y ait un petit peu d'intensité, un petit peu d'intention et de mouvement. La première chose, moi, que je conseillerais pour les gens qui veulent reprendre une activité physique, c'est de faire un test. Ce test, tous les gens qui nous regardent, je leur conseille de le faire, même s'ils font déjà de l'activité physique. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont prendre des escaliers et ils vont regarder combien d'étages est-ce qu'ils arrivent à monter d'un bon pas avant d'être trop essoufflés pour pouvoir continuer. S'ils arrivent à monter 2 étages et après ils sont trop essoufflés pour continuer, alors on peut dire qu'ils ont une capacité physique qui est faible. S'ils arrivent à monter 4 étages d'un bon pas et après ils sont trop essoufflés pour continuer, alors on peut dire qu'ils ont une capacité physique qui est moyenne. Et s'ils arrivent à monter 6 étages ou plus, sans être trop essoufflés, alors ils ont une capacité physique qui est élevée. Qu'est-ce que c'est que la capacité physique ? La capacité physique, c'est le meilleur marqueur de l'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé, qu'est-ce que c'est ? C'est une notion qui est fondamentale. Il faut différencier l'espérance de vie générale, c'est-à-dire l'âge en moyenne auquel on va mourir, plus ou moins 80 ans, ça dépend des hommes, des femmes, etc. Et l'espérance de vie en bonne santé, l'âge jusqu'auquel on va vivre sans être embêté par des problèmes de santé et donc avec une condition suffisante pour pouvoir vivre pleinement, faire tout ce qu'on veut, profiter. Il y a un gros problème avec cette espérance de vie en bonne santé en France et partout dans le monde, mais en France, c'est parce qu'elle est aux alentours de 63 ans.
Donc l'organisation de notre société fait que on travaille, on a notre retraite 67 ans, on va dire. À ce moment-là, on se dit qu'on va enfin pouvoir profiter parce qu'on a travaillé dur et en fait, c'est le moment où on tombe malade. D'accord ? C'est pas une vue de l'esprit, c'est les statistiques qui le disent. Donc il faut vraiment absolument tout faire pour que cette espérance de vie en bonne santé, elle soit le plus élevée possible. Il faut avoir en tête que malheureusement, en France, elle a diminué ces derniers temps. L'espérance de vie totale a stagné ou a un peu augmenté. L'espérance de vie en bonne santé a diminué. Donc il faut vraiment faire en sorte que chacun fasse le maximum pour augmenter cette espérance de vie en bonne santé. Pour ça, je viens de le dire, il faut essayer d'avoir une capacité physique qui est la plus élevée possible. Je le redis pour que ce soit clair, si la personne est capable de monter 2 étages d'un bon pas par les escaliers et qu'après elle est trop essoufflée, elle a une capacité physique qui est faible. Si elle est capable de monter 4 étages, alors elle a une capacité physique qui est moyenne. Et si elle est capable de monter plus de 6 étages, alors elle a une bonne capacité physique. Donc ça, c'est déjà un test qui est très facile à faire. Faites-le, essayez de le faire à la maison et puis donnez-nous en commentaire quelques résultats. Est-ce que vous avez remarqué des choses ? Mais ne vous dites-vous pas tout de suite que vous en êtes capable. Essayez de faire et regardez sur vous. Comment vous vous sentez ? C'est facile à faire et surtout, ça permet de faire un diagnostic rapide. Et c'est un très bon point de départ pour évaluer l'état dans lequel on se trouve. Ensuite, une fois que les gens ont fait ce test, la question qu'ils vont naturellement se poser, quels que soient leurs résultats, c'est comment est-ce qu'ils peuvent augmenter leur capacité physique. Et là, il n'y a pas de secret. La seule façon d'augmenter sa capacité physique, c'est le mouvement. C'est-à-dire que on peut mieux manger, ça sera très bien pour la santé. On peut mieux dormir, ça sera très bien pour la santé. Mais si on ne bouge pas plus, ça n'améliorera pas la capacité physique. Les médicaments n'améliorent pas la capacité physique. Les médicaments, ils permettent de diminuer les symptômes, diminuer les douleurs, pour permettre de bouger plus et donc d'améliorer cette capacité physique. C'est pour ça que le rôle de chacun, moi je pense que tout le monde doit faire en sorte de se dire qu'il doit avoir la meilleure capacité physique possible. Et moi, mes patients, c'est mon seul but avec eux, c'est de faire en sorte qu'ils soient capables de monter le plus d'étages possible. La puissance de la capacité physique également, c'est qu'elle est valable pour n'importe quel sexe, bien sûr, homme, femme, quel que soit l'âge. C'est valable pour un enfant de 10 ans comme un papy de 90 ans. Donc ce test, vous pouvez le faire à n'importe quel âge. Et c'est également valable quelles que soient les pathologies des personnes. Si on prend par exemple 2 femmes de 55 ans. On a une première femme de 55 ans qui a eu malheureusement un cancer du sein et qui a eu un problème cardiaque. Tout ça c'est soigné, mais elle a quand même eu ces 2 pathologies assez importantes. Et à côté de ça, on a une autre femme de 55 ans également qui, elle, n'est jamais tombée malade. Donc elle a eu énormément de chance parce qu'à la grande loterie des maladies de l'univers, elle a toujours gagné. Le problème, c'est que le premier exemple qu'on a pris, suite à sa maladie cardiaque, à sa maladie du cœur, cette personne-là, elle a été par exemple sensibilisée par son cardiologue pour bouger un peu. Et donc, au test qu'on a donné, elle est capable de monter 4 étages d'un bon pas avant d'être essoufflée. Donc elle a une capacité physique qui est moyenne. Et l'autre personne, comme elle est toujours passée entre les gouttes de n'importe quelle maladie, elle s'en occupe pas trop, parce que c'est un peu inné, elle estime que voilà, c'est normal d'être en bonne santé, et donc elle bouge pas. Donc elle, au test qu'on a fait, elle a une capacité physique qui est faible, elle peut monter que 2 étages. Et ben ça sera la première personne, donc celle qui a eu les 2 pathologies, le cancer du sein et la maladie cardiaque, mais qui bouge au quotidien, qui aura une meilleure espérance de vie en bonne santé. C'est dingue. Et donc, autrement dit, le fait de pouvoir bouger le plus longtemps possible, de garder son autonomie le plus longtemps possible et d'apprécier la vie en indépendance le plus longtemps possible. C'est quand même dingue cette histoire. Et puis de se dire que quels que soient les problèmes que vous avez eus, quel que soit l'âge, on l'a dit au début, mais quelles que soient les pathologies que vous avez eues, il y a encore plein de choses que vous pouvez changer, que vous pouvez modifier et c'est jamais trop tard, il faut jamais être fataliste et on peut se dire que peut-être que malheureusement, mais c'est comme ça, une pathologie, ça peut permettre d'être un déclic pour mettre des choses en place. Oui, mais j'ai plein de patients qui vont me dire « Mais moi, j'ai jamais été sportif, moi, c'est pas mon truc, moi, c'est j'ai toujours été en difficulté avec le sport. » Ou sinon, des personnes vont me dire « C'est très dur de commencer l'activité physique, d'être régulier. » Est-ce que tu peux nous dire et nous expliquer pourquoi est-ce que c'est si difficile de commencer et de faire une activité physique et de la maintenir ? Alors ça,
les neuroscientifiques ont très clairement répondu à cette question. Le cerveau, avant de faire une activité physique, il va absolument vouloir éviter l'effort. Notre cerveau, pendant l'activité physique, il va minimiser l'effort. Et notre cerveau, après l'activité physique, il va survaloriser l'effort. Je vais expliquer. Première phase, j'ai dit, avant de faire une activité physique, notre cerveau, il va vouloir absolument éviter l'effort. C'est-à-dire que quand on est dans notre canapé et qu'on se dit, là, il faut y aller, j'ai ma séance de sport à faire, j'ai ma séance d'activité physique à faire, notre cerveau, il va nous envoyer une représentation de l'effort, de l'énergie qu'on va dépenser pendant cette séance de sport, qui est beaucoup plus importante que la réalité. Pourquoi ? Parce qu'il veut absolument nous décourager. Donc autrement dit, il y aura une projection de l'effort et donc une surestimation de cet effort. Voilà, il va nous dire, hein, mais cette séance de sport que tu veux faire, t'imagines pas, ça va être un effort énorme, parce qu'il veut nous décourager. Pourquoi est-ce qu'il veut nous décourager ? Ça provient de notre héritage quand on était des hommes préhistoriques, quand on vivait dans des cavernes ou dans la savane. Il faut savoir qu'à cette époque-là, l'énergie qu'on avait disponible, elle était vitale. Et elle pouvait faire la différence entre quelqu'un qui survivait et quelqu'un qui mourait. Pourquoi ? Parce que notre énergie, elle nous servait à aller chasser, à aller cueillir des baies, à fuir, à combattre. C'était une ressource qui était vraiment très importante. Donc en fait, ceux qui ont le mieux survécu, c'est ceux qui, en dehors de ces moments où il était nécessaire, obligatoire d'utiliser leur énergie, ne faisaient absolument rien. C'est-à-dire que, en fait, ceux qui s'en sortaient le mieux, c'était les hommes préhistoriques, feignants, au coin du feu, dans le canapé, tranquille. Comme ça, quand il y avait un danger, ils avaient l'énergie pour pouvoir réagir à ce danger. Et donc, quand ils devaient survivre, c'est là où ils mettaient leur énergie, mais la plupart du temps, c'était le plus impactant de rester fainéant quand il n'y avait pas de moment où on devait survivre, d'aller chercher de la nourriture. Voilà. Ou un danger. Parce que celui qui avait dépensé son énergie pour faire quelque chose qui était inutile, si d'un coup il tombait face à un ours, il n'avait plus d'énergie par exemple pour fuir. Donc il se faisait manger. Donc ça a été transmis, c'est la sélection naturelle, c'est Darwin, ça a été transmis dans nos gènes à nos descendants, et nous on porte ça encore en nous. Donc notre corps, il veut, et notre cerveau, il veut absolument qu'on préserve notre énergie. Sauf que bien sûr, aujourd'hui, on tombe plus face à un ours, on tombe plus face à un tigre, et on n'a plus besoin d'énergie pour aller chasser. Donc ça, c'est vraiment la première phase qui explique pourquoi c'est si difficile de sortir de son canapé pour débuter l'activité physique. Ça, faut l'avoir en tête. Ensuite, la deuxième phase, ce que j'ai dit, c'est qu'une fois que l'activité physique est commencée, notre cerveau, il va minimiser l'effort. Dès qu'on commence à se mettre en mouvement, là, c'est comme si on appuyait sur un interrupteur et en fait, on se rend plus compte de l'énergie qu'on est en train de dépenser à faire pendant le mouvement. Il y a plein de choses qui expliquent ça. Il y a le fait, par exemple, que ça soit agréable parce qu'on est dehors, parce qu'on est avec des amis, parce que on écoute de la musique, ça nous entraîne, parce qu'on a des libérations d'hormones à l'effort qui entraînent du plaisir. Et donc, on a toutes ces notions-là qui font que, en fait, une fois qu'on a commencé l'activité physique, là, c'est gagné. Et ça coule. Et la troisième phase, c'est notre cerveau. Une fois l'activité physique terminée, il va survaloriser notre effort. C'est-à-dire que finalement, là, il va lui donner encore plus d'importance que ce qu'a vraiment représenté l'activité physique. C'est pour ça que une fois qu'on a fini une activité physique, il n'y a jamais une séance qu'on regrette d'avoir faite. On est toujours content. On est toujours fier de soi. D'accord ? Ça, c'est notre cerveau qui nous projette ça. Et c'est assez simple de s'en rendre compte. Il y a une image qui illustre très bien ça. C'est la vue à la fin d'une randonnée. Quand on arrive au sommet d'une randonnée, quel que soit le sommet qu'on a monté, on est toujours ébahi par la vue qui s'offre devant nous. Et on trouve que c'est absolument magnifique. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, plus la randonnée a été dure, plus ça a été long, plus il a fait chaud, plus on a marché longtemps, plus finalement la vue, on va la trouver absolument magnifique. Et si cette même vue, on passait devant tous les matins en allant travailler, on la regarderait absolument pas. Mais l'effort donne de la valeur à l'expérience. Ça, c'est assez théorique, mais je pense que c'est très important de l'avoir en tête. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé, ces 3 phases, à l'avoir en tête. Pourquoi ? Parce que, comme tout le monde, même si je fais beaucoup de sport et j'essaie d'en faire beaucoup, il y a des fois j'ai la flemme. Mais des fois, c'est dur de sortir de mon canapé. Et c'est vrai que j'avais tendance, des fois, un peu
à me dire mais quand même t'es un flemmard, c'est pas si compliqué, prends tes baskets, vas-y. Et donc en fait, ça m'a permis de bien ancrer, de relativiser, de me dire en fait c'est normal que ça soit dur, d'accord ? C'est inscrit en moi et là mon cerveau il joue contre moi. Par contre, je sais que si j'arrive à faire le premier pas, là ma séance elle est gagnée. Et elle va se faire toute seule et ça va découler. Donc maintenant, je me concentre vraiment sur le premier pas. Quand je vais courir, mon but, c'est pas de me dire « Ah, je vais faire une séance qui est dure parce que je sais que dans mon programme, ça va être du fractionné, etc. » Non. Mon seul but, c'est de mettre mes chaussures et de faire ma première foulée. Après, je sais que le reste, ça coulera. Ça, c'est vraiment capital. J'aimerais bien les gens que s'ils doivent retenir une seule chose capitale de cet épisode, c'est que le plus difficile pour commencer le mouvement, c'est l'initiation de ce mouvement. Et donc, d'essayer de trouver des choses peut-être, et tu vas me confirmer si c'est la bonne direction, mais d'avoir le moins de friction aussi possible pour commencer ce mouvement-là. C'est de se dire que on programme le moment où on va bouger. On va programmer les affaires que l'on va mettre. On va essayer de le mettre dans l'agenda. Et puis derrière, quand on a cette friction, de conscientiser ce que tu as dit en disant c'est normal que ce soit dur, je suis pas fainéant. Le plus dur, c'est l'initiation au mouvement. Moi aussi, je trouve que c'est l'initiation au mouvement et c'est pour ça que je dis souvent à mes patients, même si vous avez un sport, imagine, toi, Raph, t'as un sport que tu adores, vraiment le sport que tu préfères, mais par contre, il est à 30 minutes de voiture de chez toi. Et t'as un sport peut-être que t'aimes un petit peu moins, mais qui est juste en bas de chez toi. Par exemple, le fait de courir. Eh bien, lequel de ces deux sports tu vas être le plus régulier ? Ça va être celui qui va être juste en bas de chez toi. Évidemment. Parce que tu n'as pas cet effort de friction supplémentaire dans l'initiation du mouvement. 30 minutes, le cerveau, il va se rajouter un coup de l'effort qui va être énorme. Alors que juste en bas de chez toi, même si c'est un sport qui te correspond peut-être un peu moins que le fait de t'éclater en prenant par contre ta voiture pendant 30 minutes, eh bien, la solution que le cerveau préfère, c'est avec le moins de friction possible pour que ce soit régulier. Et ça, c'est vraiment très important. Mais est-ce que toutes les activités physiques se valent ? Est-ce qu'il y a des activités qui sont plus intéressantes pour la santé et des activités qui sont un peu moins intéressantes pour la santé ? Et quel est ton avis par rapport à ça ? Alors ça, je sais que j'ai un avis qui est très impopulaire. À chaque fois que j'en parle, je m'attire les foudres de plein de personnes, mais c'est pas grave parce que j'en suis convaincu, donc je vais le défendre. Pour moi, toutes les activités physiques ne se valent pas. Et là, les activités physiques que je vais pointer du doigt, ça va être les activités physiques qui sont très douces. Pilates, yoga, tai chi, qigong. Il y en a d'autres. Déjà, je vais faire une première nuance à mon propos. S'il y a des personnes qui font une de ces 4 activités, qui aiment ça, alors qu'elles continuent. Si elles ne font pas ces activités-là physiques, si elles ne font pas ces activités physiques-là, alors elles ne feraient rien d'autre, alors elles continuent. D'accord ? Je vais être très clair là-dessus. C'est très important. C'est très bien que ces personnes-là fassent ces activités. Que ces personnes-là fassent certaines activités. Ça, c'est une évidence. Par contre, si ces personnes-là veulent faire l'activité physique qui est la meilleure pour la santé, alors elles peuvent écouter ce que je vais dire par la suite. Le problème de ces activités physiques, c'est qu'elles sont très douces. Et pourtant, l'activité physique, les bienfaits de l'activité physique sont soumis à 2 effets dose. Je vais expliquer. L'alcool est soumis à un effet dose vis-à-vis de l'ébriété. Plus on boit, plus on est saoul. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et l'activité physique est soumise à 2 effets dose par rapport à ces effets positifs. La longueur de l'activité, la quantité d'activité. Plus vous faites de l'activité physique, plus vous aurez de bienfaits pour votre santé. Et le deuxième, c'est l'intensité. Plus votre activité physique sera intense, plus vous aurez de bienfaits pour votre santé. Il faut bien comprendre que l'intensité dans l'activité physique, c'est l'ingrédient magique. C'est là où il se passe des choses absolument incroyables pour votre corps. Et donc, je pense que là, c'est assez clair. Moi, ce que je regrette un petit peu avec ces activités-là, c'est qu'elles sont trop douces pour entraîner certains bienfaits au niveau du corps. Elles vont en avoir certes certains, c'est pour ça que j'ai dit que si les personnes ne font pas ça, si elles ne feraient rien d'autre, alors vraiment elles continuent. Mais par contre, il y a des bienfaits de l'activité physique qu'elles n'auront jamais avec ces activités-là. Moi, je suis toujours triste. Notre cabinet, il est au 2e étage. Quand j'ai un patient qui fait 3 fois du yoga par semaine, il prend les escaliers pour monter au cabinet.
je vais le chercher et il est essoufflé. Et je suis un peu déçu parce que je me dis, cette personne-là, quand même, elle passe 3 fois de son temps par semaine à faire une activité physique, et dès qu'on la sollicite un petit peu au niveau de son cœur et de ses poumons, bah, elle est essoufflée. Et c'est vrai que bah, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'être plus efficace? Donc, voilà. Moi, je veux insister un petit peu là-dessus. Dites-vous bien que si ça vous plaît, continuez. Par contre, si votre but, c'est de faire de l'activité physique qui est la meilleure pour votre santé, qui vous permettra de vieillir de la meilleure façon possible, d'entretenir vos muscles de la meilleure façon possible, d'entretenir vos os de la meilleure façon possible, alors il faut essayer de mettre un peu d'intensité. D'autant plus si peut-être vous avez qu'une seule séance à faire par semaine parce que votre emploi du temps ne le permet pas. Peut-être qu'il faut être un petit peu ambitieux dans l'activité physique que vous choisissez. Je vais me faire l'avocat du diable. Il y a certaines patientes surtout qui viennent me dire, mais en fait, Jérôme, le yoga, le pilates, c'est dur, hein, c'est que ça travaille les muscles de manière profonde, ça vient solliciter les muscles, ça renforce. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça par rapport d'un point de vue, bien évidemment, santé, pour essayer de décomposer un peu ces choses qu'elles peuvent dire? Il y a plein de versions de yoga différentes. Il y a plein de versions de pilates différentes. Et donc, effectivement, je suis sûr qu'il y a des versions qui sont très difficiles, que j'aurais du mal à faire, et j'ai pas de problème. Et c'est sûr aussi, moi aussi. Voilà. Donc là-dessus, c'est pour ça que je veux être très clair. En fait, l'exemple que je prends là, il est pour sensibiliser au bienfait de l'intensité. Ok, très clair. Il y a un patient qui vient te voir. Quelle activité physique tu vas recommander en premier et en deuxième, en ordre d'importance? Qu'est-ce que tu vas pouvoir leur dire à ce patient qui vient te voir? Il dit, Raph, je veux commencer une activité physique, qu'est-ce que je fais? Tu veux que je te donne des conseils un petit peu sur comment structurer leur activité physique? Non, est-ce que tu as des sports que tu viens recommander particulièrement? Bah, nous, le sport qu'on met énormément en avant sur la chaîne, c'est la course à pied. Pourquoi la course à pied? Parce que moi, je pense que... T'as pas beaucoup de friction déjà? Ouais, il y a plein d'aspects. Je trouve que moi, symboliquement, c'est quelque chose que j'aime, la course à pied, parce que l'homme, il est fait pour courir. Ancestralement, c'était un moyen de locomotion, et jusqu'à maintenant, même si on estime que c'est des super sports qui sont bons pour la santé, etc., on n'a encore jamais retrouvé un squelette d'un homme préhistorique avec sa raquette de tennis ou son club de golf. Donc déjà, je trouve qu'il y a une notion symbolique qui est assez sympa, c'est qu'en fait, l'homme est fait pour courir, et il fait ça depuis la nuit des temps. Donc moi, déjà, j'aime bien ce rapport-là. Ensuite, effectivement, tu l'as dit, il y a très peu de friction. C'est-à-dire que on prend nos baskets, on va courir. J'en ai un peu parlé au tout début de cette vidéo. Je suis un jeune papa, j'ai peu de temps. La course à pied, c'est génial. Voilà, j'ai un peu de temps, une sieste, etc. J'ai un peu de temps devant moi, boum, je peux aller courir. Je pars de chez moi, je reviens, je prends une douche, c'est fini. D'accord? Il n'y a pas de temps de voiture, de transport à mettre. Enfin, voilà, moi je trouve que ça, c'est absolument génial. C'est un sport qui est gratuit. Donc ça, c'est quand même aussi une notion qui est très, très importante. Et surtout, c'est un sport qui est bon pour la santé. C'est un sport qui a mauvaise presse pour des raisons qui sont fausses. C'est pas mauvais pour les articulations? C'est pas mauvais pour les articulations, ça tasse pas le dos, ça use pas les genoux. Alors non, on va répondre à ces deux aspects-là, parce qu'il y a encore beaucoup de notions là-dessus qui sont fausses, qu'on entend beaucoup. Déjà, sur le fait que ça tasse le dos. Si on prend les disques intervertébraux, donc les disques intervertébraux, c'est les amortisseurs entre nos vertèbres. Ces amortisseurs, ils sont surtout composés d'eau. Et donc, on va mesurer l'état de santé d'un disque intervertébral à la quantité d'eau qu'il possède, à son épaisseur du coup. Plus il est épais, plus il contient de l'eau, plus il fera bien son rôle. Il y a des chercheurs qui ont regardé la différence entre des personnes qui ne couraient pas, des personnes qui couraient 30 km par semaine et des personnes qui couraient 50 km par semaine, et ils ont regardé l'état de leurs disques intervertébraux. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que plus les personnes couraient, plus elles avaient un disque intervertébral qui était gorgé d'eau, donc qui était en bonne santé. Donc ceux qui couraient 50 km avaient des disques intervertébraux en meilleure santé que ceux qui couraient 30 km, qui avaient eux-mêmes des disques intervertébraux en meilleure santé que ceux qui ne couraient pas. Donc plus vous courez, plus votre dos est en bonne santé. Donc non, la course à pied ne tasse pas le dos. Déjà ça, on peut le barrer, on peut l'éliminer. Deuxième chose, est-ce que la course à pied use les genoux? Deuxième étude.
qui a comparé l'état du cartilage, la présence d'arthrose au niveau du genou et au niveau de la hanche chez des gens qui ne couraient pas, chez des coureurs récréatifs et chez des coureurs élites. Récréatif, ça veut dire que c'est les gens qui courent régulièrement sans que ce soit non plus dans la compétition particulière. Voilà, ce qui est intéressant, c'est peut-être de définir les coureurs élites, comme ça va montrer quels sont les coureurs récréatifs. Les coureurs élites, dans l'étude, c'était des très élites. C'était des personnes qui faisaient des championnats du monde, des championnats d'Europe, des choses comme ça. Pour vous donner une idée, le Français qui a fini le mieux classé au marathon en Paris 2024 fait 200, là moi ce que j'ai en tête, 234 km de course à pied par semaine. C'est une voiture. Voilà, juste pour qu'on replace les choses dans leur contexte, moi je suis à 50-60, déjà ça me prend pas mal de temps. Donc voilà, donc on avait ces personnes qui couraient pas, ces personnes qui étaient des coureurs récréatifs et ces coureurs élites, professionnels, et ils ont regardé l'état de leur cartilage. Et ce qu'on se rend compte, ce que les chercheurs ont mis en évidence, c'est que ceux qui avaient le plus d'arthrose, c'était ces coureurs d'élite. À peu près 13% d'arthrose on retrouvait chez ces coureurs élites. Donc, je redis, des personnes qui couraient environ plus de 200 km de course à pied par semaine. Derrière, mais pas très loin derrière, on retrouvait les sédentaires, les gens qui ne couraient pas. Donc les gens qui ne courent pas ont à peu près autant de risques d'avoir de l'arthrose que les coureurs professionnels. Et ceux qui avaient le moins d'arthrose, aux alentours de 3%, donc très faible, c'était les coureurs récréatifs. Donc si vous ne voulez pas avoir d'arthrose du genou et de la hanche, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est de courir, c'est de faire de la course à pied. Donc, check, la course à pied n'use pas les genoux, n'use pas les hanches. Donc pour revenir sur cette étude, on a comme une courbe en U où on va avoir les sédentaires qui vont avoir une prévalence de l'arthrose qui va être plus importante. Prévalence, c'est la fréquence d'apparition. Tu fais bien de me reprendre. Et aussi haute que celle presque des coureurs professionnels. Et derrière, on a la courbe qui descend chez les coureurs récréatifs et qui tombe à 3% d'arthrose, de prévalence d'arthrose. Donc déjà, il y a une chute drastique au niveau de ça. Donc check pour les genoux. Ça, c'est une notion que plein de gens n'arrivent pas à avoir en tête. C'est l'adaptation du corps. Le corps, il faut bien avoir en tête que ce n'est pas une machine. Le corps, c'est un modèle biologique. Je le détaille là parce que ça explique pourquoi la course à pied n'est pas mauvaise pour le corps. Donc, le corps, c'est un modèle qui est biologique, à opposer avec une voiture qui serait par exemple un modèle mécanique. Votre voiture, plus vous allez faire de kilomètres, plus elle va s'user. Au bout d'un certain nombre de kilomètres, il faudra changer les pneus. Puis après, il faudra changer les amortisseurs. Puis après, il faudra changer la courroie de distribution, etc., etc. Votre corps, c'est absolument l'inverse. Plus vous allez le solliciter, plus il va se renforcer. Si on prend l'image de la voiture, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes sédentaire depuis un certain nombre de temps, 10 ans, 20 ans, toujours, alors imaginez que votre corps, c'est une petite Twingo un peu rouillée, avec de la poussière au fond du garage. Et puis petit à petit, en la remettant en mouvement, la poussière va s'enlever toute seule. Vous continuez de bouger, la rouille va s'enlever toute seule. Vous continuez de bouger, la Twingo, votre corps va pouvoir bouger plus longtemps, courir plus longtemps, rouler plus longtemps. Puis après, il va pouvoir rouler plus vite. Et puis si vous continuez, si on peut pousser un peu cette métaphore, c'est que le sportif de haut niveau, on pourrait dire que son corps, lui, c'est une Formule 1. Donc, on a vraiment cette différence où le corps, si vous le sollicitez, il se renforce. Il y a un exemple que tout le monde connaît, mais les gens font pas forcément le rapprochement avec cette notion-là. C'est le suivant. Si une personne prend un haltère dans sa main et commence à faire travailler son bras comme ça en pliant son coude, tout le monde sait que c'est un mouvement de base de musculation et on a le bras qui va grossir. On soumet notre bras à un stress, à un exercice, en réponse, il se renforce. C'est exactement ce qui se passe dans la course à pied dans l'exemple que j'ai pris. En réponse au stress des impacts de chaque pas quand on court, le corps se développe, répond à ce stress en améliorant les disques intervertébraux et en améliorant la santé du cartilage. Parce que culturellement, on a plus de mal à se dire que l'articulation, le tendon peut se renforcer et on n'a pas de difficulté à comprendre que le muscle se renforce. C'est vrai, alors que c'est exactement la même chose, parce qu'en fait, si on réapplique ce principe de quand on sollicite le corps, on l'use, qui est une notion que beaucoup de gens pensent,
Alors quand je fais de la muscu avec mon haltère en pliant mon coude, mon bras il devrait fondre. Il devrait diminuer. Or c'est l'inverse en fait. En réponse à ce stress, il se renforce. Par contre, la notion qui est très importante là-dedans, c'est de comprendre que votre corps, il devient de plus en plus fort en fonction de ce à quoi vous l'exercez, en fonction de ce à quoi vous le soumettez. Et donc la conséquence de ça, c'est que si vous l'entretenez à ne rien faire, alors votre corps va devenir de plus en plus efficace à ne rien faire. Si on prend les cosmonautes, et notamment Thomas Pesquet, de base, il a des capacités physiques exceptionnelles. Il a été entraîné pour avoir en plus une condition physique exceptionnelle. On l'envoie dans l'espace. Là, je suis sûr que tous les gens qui nous écoutent tous les gens qui ont des douleurs se disent, mais c'est le rêve. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a plus de contrainte. Je suis en apesanteur, je flotte, j'aurai mal nulle part. Et pourtant, ce qui se passe, même si quand ils sont dans les différentes stations spatiales, on essaie de trouver des adaptations pour leur faire de l'activité physique, etc. Quand ils reviennent sur Terre, déjà, souvent, ils sont même plus capables de se mettre debout quand ils sortent de la navette. C'est dingue, hein, ouais. Donc on voit que les muscles en ont pris un sacré coup. Bon, donc on a une fonte musculaire qui est très importante. On a une baisse de la densité des os. Les os sont devenus plus fragiles. Thomas Pesquet le dit dans sa bande dessinée. Il a le fémur d'une grand-mère. Et ensuite, on sait également que dans l'année qui suit le retour sur Terre d'un cosmonaute, on a un risque très élevé de faire une hernie discale. Donc, ça illustre bien que le fait de partir dans l'espace, de plus avoir notre corps qui est soumis à des contraintes 24 heures sur 24 liées à la gravité, à l'attraction terrestre, c'est nocif pour le corps. Donc en fait, notre corps, il aime ces contraintes-là et c'est très important pour lui et il se renforce en fonction de ces contraintes. Ce qui est difficile, c'est que aussi on a un changement de paradigme entre le fait que quand on est malade et quand on n'est pas malade. Par exemple, une femme de 50 ans, on va lui dire « fais attention à tes articulations ». Moi, j'entends ça tous les jours en consultation. Non, mais mon médecin m'a dit de faire attention à mes articulations. Non, mais je dois me préserver. Je dois faire attention à mon périnée. Je dois faire attention à mes muscles. Je dois faire attention à mes os. Je dois pas trop solliciter. Et le jour où il y aura un diagnostic, par exemple, d'ostéoporose, donc une perte de la densité osseuse de leur os, qui est dramatique parce que derrière ça va engendrer un facteur supplémentaire de risque de fracture. Et bien là, on change complètement de paradigme et on va leur dire, en fait, le traitement de tout ça, c'est les contraintes. C'est de se dire de rajouter des contraintes au niveau de l'os. Et donc, on va lui dire, en fait, madame, vous n'avez pas compris, c'est recommandé de faire de la corde à sauter pour l'ostéoporose. C'est recommandé de faire du renforcement avec des charges lourdes. Et on se retrouve à partir d'un discours qui est très fragilisant pour surtout les femmes de plus de 50 ans, à dire, faites attention, vous allez vous faire mal, à un diagnostic d'ostéoporose, un diagnostic d'ostéopénie, et de dire, maintenant, il faut vous mettre en mouvement avec de la charge. Ce qui est complètement débile parce que si on aurait fait cette réflexion bien avant et qu'on aurait dit à cette personne de dire d'aller courir... c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que ce changement de paradigme que tu expliques, il est dû à de la méconnaissance. Parce qu'en fait, si la personne avait été bien conseillée dès le début, si le patient avait été bien conseillé dès le début, il aurait mis en place des activités préventives pour déjà exposer son corps à des efforts et pour continuer à le renforcer. Et donc, on ne serait jamais arrivé à ce moment-là où il fallait mettre en place un traitement actif pour répondre à des problématiques de santé. Et c'est pour ça que c'est très important, et tu l'as bien fait, d'expliquer et de continuer à mettre en avant l'importance que le corps humain, c'est pas un modèle mécanistique, c'est un modèle plutôt biologique. Et ça, c'est important. Donc on est passé d'un modèle mécanique à un modèle mécanistique. Je pense que ça change pas grand-chose, mais... Oui, voilà, exactement. Mécanique à biologique. De manière très pratique maintenant, est-ce que tu peux nous donner 3 conseils simples pour les personnes qui veulent débuter une activité physique ? Alors là, je vais donner 3 conseils très simples. Il faut vous imaginer que c'est les conseils que je donne à tous les patients qui viennent me voir pour débuter une activité physique, pour reprendre une activité physique. Donc là, c'est comme si on avait une première consultation ensemble. Tu vas leur donner une consultation gratuite, comme ça, c'est cadeau. Ouais, on va dire ça comme ça. En tout cas, moi, je pense que c'est vraiment la base, c'est quelque chose de fondamental et on peut pas reprendre une activité physique sans avoir ces choses-là en place. Et moi, c'est quelque chose que je mets en place avec tous les gens qui viennent me voir. Premier facteur sur lequel il faut grandement réfléchir, c'est la fréquence de l'activité physique quand vous voulez reprendre une activité physique. Donc la fréquence, tout simplement, c'est combien de fois dans la semaine est-ce que vous allez faire de l'activité physique. Et pour ça, il faut absolument que la fréquence soit relativement élevée.
donc relativement élevé, ça veut dire que 2, c'est un peu faible, 3 fois, c'est beaucoup mieux, 4 fois, c'est encore mieux. Dans la semaine, vous mettiez en place une activité physique. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? On imagine, on a parlé de la course à pied tout à l'heure, ok, je suis motivé, je reprends l'activité physique et la course à pied dimanche, je vais courir un petit peu. Donc votre corps, à la fin de votre footing, il va se dire il s'est quand même remis à courir là, va falloir que moi je dépense de l'énergie pour renforcer ses cartilages, renforcer ses tendons, renforcer ses muscles, pour faire face à la prochaine fois où il ira courir. Donc il va faire ça lundi, il va faire ça mardi, puis après il aura fini son travail, donc il attendra calmement la prochaine fois où vous allez courir. Mais il va se passer mercredi, il va se passer jeudi, vendredi, et vous serez toujours pas retourné courir. Donc le corps, il va se dire, bon, je sais pas pourquoi il allait courir, je sais pas quelle mouche l'a piqué, mais finalement, l'énergie que j'ai dépensée pour renforcer le cartilage, pour renforcer les tendons, les muscles, les os, etc., je vais la récupérer, et je vais en faire autre chose. Je vais par exemple stocker de la graisse, parce que notre corps, il adore stocker de la graisse. Et donc finalement, vous allez avoir un corps qui va jamais s'adapter et jamais progresser. On a parlé du modèle biologique tout à l'heure, il faut quand même qu'il y ait suffisamment de stimuli pour créer cette adaptation. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est pour ça qu'il faut une fréquence qui est élevée pour qu'il y ait suffisamment de stimuli pour créer une adaptation au niveau du corps. Si vous n'avez pas ces moments fréquents dans votre semaine où vous faites une activité physique, le premier problème, c'est que votre corps ne va pas progresser, ce qui peut-être en soi n'est pas grave parce que là, on se place vraiment d'un point de vue santé, même si je pense que avoir une petite progression, c'est quand même ce qui permet de motiver les gens, donc c'est quand même important. Mais surtout, votre corps ne va pas se renforcer et donc vous allez avoir un risque de blessure qui est important. Et ça, c'est fondamental parce que si vous vous blessez au tout début, c'est pas quelque chose qui est grave parce que ça se soigne, ça met pas en jeu l'intégrité de la personne, etc. Mais par contre, ça va nécessiter un arrêt de l'activité et du coup, peut-être que le train de la motivation, il repassera pas ou il repassera que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur comment est-ce qu'on débute. Juste petit rappel, tu parles de pas se blesser. On a écrit un guide sur la course à pied, les 7 erreurs que l'on peut avoir et qu'on a rencontrées chez nos patients de plus de 50 ans qui ont débuté la course à pied. C'est totalement gratuit. Vous pouvez vous abonner juste ici ou sinon en lien en description et vous allez recevoir pendant 7 jours 7 emails reprenant les risques de blessures qu'on a pu rencontrer et pour ensuite éviter de les faire. Puis des choses vraiment pratiques qu'on a vues chez nos patients. Des conseils sur des erreurs qu'ils faisaient et les explications justement pour pas les reproduire chez vous de votre côté. Pardon, je t'ai coupé, tu parlais de la fréquence. Donc la fréquence, effectivement, fondamentale quand on débute, on veut une fréquence élevée. Et ça, je sais que c'est dur parce qu'on a tous des agendas surchargés et je sais que je fais pas plaisir à mes patients quand je leur dis ça parce que ils essaient déjà de jongler entre le travail, la vie perso, les amis, etc. Et moi, je leur dis en plus, il va falloir faire plusieurs séances dans la semaine. Tu sais ce qu'ils me disent, moi, mes patients ? Ils me disent ils disent j'en ai marre de mettre mon short, de mettre mon t-shirt pour aller faire, on va voir plus tard, mais des petites séances, mais 4 fois semaine. Pourquoi je peux pas en faire une grosse ? Et c'est un peu le même principe que tu dis, c'est de se dire que il vaut mieux scientifiquement avoir plus de fréquence. T'as anticipé sur le deuxième critère hyper important, c'est la longueur des séances. Et là, pour le coup, je leur annonce une bonne nouvelle, c'est qu'au tout début, quand ils reprennent, il faut des séances qui soient courtes. Mais ils râlent presque. Encore la même notion ? Bah oui, mais ils râlent toujours en fait. Parce que quand on leur dit qu'il faut plusieurs séances dans la semaine, ils nous disent oh, ça prend du temps. Et après on dit qu'il faut des séances courtes. Moi je trouve qu'au contraire, c'est quand même vraiment une bonne nouvelle parce que finalement ça prend peu de temps. Et en fait il faut des séances courtes parce que le corps n'est pas capable de supporter des séances plus longues. Et c'est même rassurant pour les gens de se dire que quand on débute une activité physique, ça va être plutôt facile. Ça va être un gap qui va être plutôt petit, c'est agréable. Bien sûr, hyper important. Et hyper motivant pour les gens qui débutent le sport. Et le troisième critère qui est fondamental à aborder avec mes patients, c'est l'intensité. Et au tout début, on est encore sur la même notion, il faut une intensité qui soit faible. Je le redis, l'intensité élevée, c'est l'ingrédient magique dans l'activité physique, c'est là qu'il se passe des choses incroyables. Mais au début, comme à chaque fois, le corps n'est pas capable de supporter de l'intensité. Donc, premier stade pour les gens qui commencent, on veut une fréquence élevée, plusieurs séances dans la semaine. On veut des séances qui soient courtes et des séances qui soient peu intenses, donc faciles. Ça, c'est le premier stade. Deuxième stade, au bout d'un certain moment,
On va garder des séances qui sont nombreuses dans la semaine, qui sont fréquentes. On va augmenter progressivement la longueur des séances et on va garder une intensité qui est faible parce que oui, le corps est capable de supporter des séances un petit peu plus longues, mais non, le corps n'est pas capable de supporter des séances intenses. Il y a une phrase qu'on aime bien dire, c'est qu'on court pas pour soi au début, pas pour ressentir son cœur qui bat, on court pour ses articulations. Et qui en plus, moi j'adore cette phrase, c'est toi qui l'as inventée et effectivement maintenant je la dis avec mes patients en consultation. Et en plus, elle minimise la vérité parce que même en faisant une activité qui sera peu intense, on aura quand même des bienfaits pour le cœur et pour les poumons. Voilà. Donc c'est sûr. Et en plus, on aura plus d'effets que ce que veut vraiment dire cette phrase. Et donc, troisième étape, on garde notre fréquence élevée, on garde la longueur des séances élevées, et là, sur certaines séances, on va pouvoir mettre de l'intensité. Pas sur toutes, mais on met un peu d'intensité. Et donc, on va bénéficier des incroyables bienfaits de l'activité physique. Je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un effet dose de l'intensité par rapport aux bienfaits de l'activité physique. Donc, plus on fait une activité physique qui est intense, plus on aura des bienfaits pour la santé. Ces trois étapes-là, que je viens d'enchaîner, il faut se dire que ça prend beaucoup de temps chez un patient. Je ne peux pas donner de délai parce que ça dépend de l'âge, ça dépend de la condition de la personne, ça dépend de ce qu'elle fait comme activité, de comment ça se passe, etc. Mais en 2 mois, tu cours pas un marathon. En 2 mois, on ne court pas un marathon, même en 6 mois. D'accord ? Même en un an. Même en un an. D'accord ? Faut être très clair avec ça. Faut être très clair avec ça. Et moi, quand je dis ça, j'ai toujours des patients qui me disent, là je fais une petite digression, qui me disent « Ah oui, mais moi je connais un tel autour de moi en septembre, il a pris son dossard pour le marathon de Paris en avril, et ça s'est bien passé. » Bah oui, peut-être que ça s'est bien passé pour le marathon en avril, sauf que en fait, il était blessé en juin. Donc voilà, on a juste décalé le moment où la personne s'est blessée. Il y en a, ça sera avant le marathon, il y en a, ça sera après, mais ça se passera quand même pas très bien au final. Donc voilà, ça c'est les 3 choses que vraiment vous devez avoir en tête. Moi, c'est les 3 choses fondamentales que je mets en place avec mes patients et vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle activité physique, ça marche. Quand on débute une activité physique, il y a certains de mes patients, et de tes patients aussi, qui disent « mais j'ai un peu mal à mes articulations, j'ai un peu de douleur ». Est-ce que c'est normal de ressentir des douleurs quand on débute une activité physique, et notamment quand on a 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans? N'importe quel âge, c'est absolument normal de ressentir des douleurs. Et moi, j'aime bien même inverser la situation. Je l'anticipe avec mes patients. Je leur dis qu'ils vont en ressentir des douleurs et que c'est une chance. Et que l'erreur, ça serait de se dire « Ah, je me remets en mouvement, c'est dur, je fais un effort, je ressens des douleurs. Donc ça veut dire que l'activité physique n'est pas pour moi. » Ça, c'est vraiment l'erreur. L'activité physique, elle est pour tout le monde et les bienfaits, ils touchent absolument tout le monde. On a tous le même corps qui fonctionne de la même façon. On a tous un cœur, on a tous des poumons, on a tous des muscles. Donc voilà, les bienfaits, ils sont absolument pour tout le monde. Pour illustrer cette notion avec les douleurs qu'une personne va ressentir quand elle reprend l'activité physique, faut vous dire que quand vous allez reprendre une activité physique ou quand vous faites une activité physique, vous allez soumettre votre corps à des contraintes. On l'a dit depuis tout à l'heure, c'est des contraintes physiques, à des contraintes mécaniques, à un effort. Et les différentes structures que vous allez solliciter dans votre corps, ça va être votre cœur, vos poumons, vos muscles, vos tendons, vos cartilages. Il faut imaginer que tout ce beau monde part faire une petite randonnée. C'est parti. Au début, comme dans chaque randonnée, tout le monde part groupé. Tout le monde est ensemble. Et puis au bout d'un moment, au fil du temps, avec l'effort qui continue, qui commence, il y a des écarts qui vont se creuser. Et quand vous allez reprendre une activité physique, vous allez avoir 2 groupes progressivement qui vont se former. Un groupe de tête et un groupe qui sera un petit peu à la traîne, qui sera un petit peu largué. Le groupe de tête qui progressera vite durant la randonnée, dedans on retrouvera votre cœur, vos poumons, vos muscles. Et donc, dans le groupe qui sera largué, on va retrouver vos tendons, vos cartilages, vos articulations d'une manière générale. Pourquoi est-ce qu'on a un groupe qui est en tête ? Parce que votre cœur, vos poumons, vos muscles, eux, ils vont très bien réagir à l'effort. Ils vont s'adapter très rapidement, ils vont très bien réaliser cette ascension. Pourquoi ? Parce que c'est des structures qui reçoivent beaucoup de sang, qui sont très vascularisées. Si elles reçoivent beaucoup de sang, alors elles reçoivent beaucoup d'oxygène et elles reçoivent beaucoup de nutriments, beaucoup d'énergie, donc elles peuvent se renforcer. Et ces structures-là, elles sont capables elles représentent ce qu'on est capable de fournir à l'effort.
votre cœur, vos poumons, vos muscles. C'est ce qui fait que vous allez être essoufflé ou pas essoufflé. C'est ce qui fait que vous allez réussir à contracter vos muscles et à soumettre un effort ou pas. Donc tout ce groupe-là, il est responsable de l'effort que vous allez fournir, de ce que vous êtes capable de faire lors de l'activité physique. Et donc dans le deuxième groupe, celui qui est à la traîne, on a le cartilage, on a les tendons, les articulations. Et toutes ces structures-là, c'est des structures beaucoup moins vascularisées. Donc si elles sont beaucoup moins vascularisées, elles reçoivent beaucoup moins de sang, donc elles s'adaptent beaucoup moins vite parce qu'elles ont moins d'oxygène et parce qu'elles ont moins d'énergie. Et ce groupe-là, lui, il est chargé d'assurer ce que notre corps peut supporter à l'effort. Et donc on a cette différence qui se crée entre d'une part l'effort qu'on est capable de fournir, assuré par nos muscles, notre cœur, nos poumons, et ce que notre corps est capable de supporter comme effort. Et on a une différence qui se creuse, un fossé qui se creuse entre les deux. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation différentielle. Toutes les structures du corps ne s'adaptent pas à la même vitesse à l'effort. Et ça, c'est très important à avoir en tête. C'est notamment pour ça qu'on a fait notre programme de course à pied La Fusée, parce qu'on a pris ça en compte pour accompagner les personnes de plus de 50 ans et faire en sorte que ça se passe bien. Et donc, quand on a une personne qui reprend l'activité et qui commence à avoir des douleurs, c'est parce que justement, il faut se dire qu'au niveau de son corps, elle a ces deux groupes qui commencent à être un petit peu trop éloignés l'un de l'autre dans leur randonnée. Et donc, c'est un message simplement à écouter et à interpréter pour se dire « Ok, faut que je ralentisse un peu. J'ai mon cœur, mes poumons, mes muscles qui ont progressé très vite. Mais il faut que je freine un peu parce que j'ai mes articulations, mes tendons, mes cartilages qui sont un petit peu à la traîne. Il faut que je leur laisse le temps de s'adapter, de revenir sur le groupe de tête. Donc, faut surtout pas interpréter ça comme un signal d'arrêt parce que sinon, on n'a plus d'adaptation qui se crée au niveau du corps. Mais il faut adapter ça comme un signal qui nous invite à ralentir un petit peu, à adapter notre pratique de l'activité. Donc si je résume, si on sent des petites gênes au niveau du genou, des petites gênes, des petites douleurs qui viennent se mettre un peu dans l'articulation, eh bien, faut pas complètement arrêter, mais c'est de se dire que peut-être l'intensité est trop importante et donc il faut essayer de réguler, mais ce sont des choses, tant que les douleurs ne sont pas importantes, c'est des choses à réguler et à diminuer. Et bien sûr, et revenir un peu peut-être sur l'appréciation des paramètres dont on a parlé tout à l'heure. Quelle est ma fréquence d'activité physique? Quelle est la longueur de mes séances? Quelle est l'intensité de mes séances? Et donc, deuxième point, si une personne se base que sur son souffle et sur la progression de son souffle, ça veut dire que je commence à courir, je cours, n'importe quel sport, hein, mais je commence à courir, je cours 20 minutes tous les jours et je sens que je suis de moins en moins essoufflé, ça veut pas dire que je vais pouvoir augmenter malgré le fait que je me sente mieux au niveau du souffle, parce qu'au niveau du cœur, je sens qu'il est plus puissant, je sens que mes poumons ils commencent à mieux réagir. Et bien ça veut simplement dire que le côté cardiaque, le côté pulmonaire s'améliore, mais attention, d'un point de vue au niveau des articulations. Bien sûr. On n'a pas de ressenti. L'exemple que tu viens de prendre, c'est vraiment celui qui est le plus pertinent parce que c'est celui qu'on voit tous les jours au cabinet avec des gens qui reprennent par exemple la course à pied, qui au début vont courir un quart d'heure, ça s'est bien passé. Dans le sens, ça s'est bien passé, eux ils entendent je suis pas trop essoufflé, c'était pas trop dur. Donc après je vais courir une demi-heure, ils vont le faire 2-3 fois. Finalement je suis pas trop essoufflé, ils vont courir 45 minutes. Mais en fait ils avaient pas de retour sur l'adaptation de leurs articulations et de leurs tendons. Ils se sont basés que sur ce qui est facile à interpréter quand on fait du sport, et ce qui est facile, et c'est même pas que c'est facile, c'est la seule chose interprétable, c'est l'essoufflement et l'effort musculaire. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont pas tellement essoufflés, donc ils se disent « Ok, je peux augmenter ». Mais il y a vraiment cette différence qui est très importante à avoir en tête entre ce que votre corps est capable de fournir comme effort et ce que votre corps est capable de supporter comme effort. Et ça, c'est deux choses différentes. Très intéressant. Merci de ces petits conseils. Je vais passer à une autre question on va revenir. On a vu une bonne partie sur l'activité physique, le sport, le fait de bouger, le fait de mettre du mouvement dans sa vie quotidienne. Et on va repartir sur le côté plutôt activité douce avec de la marche. Est-ce que il y a un nombre de pas par jour qu'on doit effectuer? On entend beaucoup qu'on devrait faire 6 000 pas, 10 000 pas. Qu'est-ce que toi tu conseilles à des patients? Qu'est-ce que tu dis à tes patients?
Alors ça, c'est la question, je pense, que j'aborde le plus avec mes patients ou qu'on me pose le plus en soirée avec des amis. C'est la question que tout le monde veut connaître. Combien de pas est-ce qu'il faut faire par jour pour être en bonne santé ? Je vais pas avoir la même réponse que tout le monde parce que je pense que la plupart des experts qui prennent la parole sur ce sujet ont une réponse qui est très hypocrite. Et même ceux qu'on reçoit sur la chaîne. Pourquoi ? Parce que quand on enregistre, quand on est avec eux, que les caméras tournent, ils vont dire « faut faire 6000 pas par jour ». Il faut faire 10 000 pas par jour. Et ils ont raison, c'est très bon pour la santé. Sauf qu'une fois que les caméras sont éteintes, qu'on commence à sympathiser avec eux, à discuter, ils nous apprennent qu'ils font 15 000 pas, qu'ils font 20 000 pas, qu'ils font 25 000 pas par jour. Et donc il y a cette différence énorme entre ce que eux ils font et ce qu'ils conseillent. Pourquoi est-ce qu'ils marchent autant ? Parce que ça, c'est très clair, toutes les études scientifiques le montrent, plus on marche, plus c'est bon pour votre santé. Et dans les études, même à 25 000 pas, on a des bienfaits pour la santé. C'est mieux, c'est meilleur pour votre santé de marcher 25 000 pas par jour que de marcher 20 000 pas par jour, que de marcher 15 000, que de marcher 10 000, etc., etc. Il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas de seuil et pour l'instant, on n'a pas de limite où ça commencerait à être mauvais. Donc voilà, faut vraiment imaginer que l'objectif, c'est de marcher le plus possible. Et moi, je pense qu'on a tout à perdre quand on donne un seuil à un patient. Moi, je vais te raconter 2 histoires qui me sont véritablement arrivées. J'ai dit à un premier patient qu'il fallait qu'il marche 6000 pas par jour. Ce qui n'est pas anodin, hein. On sait que dans les études scientifiques, il y a des bienfaits à 6000 pas. Notamment sur l'arthrose. Voilà. Et ce patient, on a regardé son téléphone et on a vu qu'il marchait 1000 pas par jour. Donc là, je lui demande de marcher 6 fois plus dans la journée. En fait, la différence est trop grande. Je sais, il le fera jamais. Ça demande un effort trop important. Et donc, c'est un échec. J'ai perdu mon patient. Deuxième cas, deuxième patient, je lui dis qu'il faut marcher 6000 pas par jour. Et on regarde. Et c'était une femme. Cette patiente, elle me dit, facile, moi je marche 10 000 pas par jour. Et là, c'est un échec aussi, en fait. Parce que cette personne-là, elle peut se dire, ah bah finalement, je marche 4000 pas de plus. Prochaine fois qu'elle hésitera peut-être, elle se dira, bon, mon kiné, il m'a dit que finalement 6000 pas ça suffisait, elle va pas sortir. Or, on l'a dit, plus on marche, plus c'est bon pour la santé. Donc, on a tout à perdre à parler de seuil et à mettre un seuil dans la tête de nos patients et des gens qui nous écoutent. La seule chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut marcher le plus possible. Plus vous marchez, plus c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, vous devez marcher plus qu'hier et demain, vous devrez marcher plus qu'aujourd'hui. Est-ce que ça va aussi si on dit à nos patients, moi c'est ce que je peux conseiller, c'est qu'on regarde ensemble le nombre de pas, s'ils monitorent, et se dire je marche 6000 pas par jour, et on dit c'est très bien. Est-ce que vous pouvez atteindre plus que ça, et comment vous pouvez mettre un peu plus de pas par jour à partir de ce seuil de 6000 pas ? Bien sûr, c'est exactement ce sur quoi j'allais enchaîner, c'est-à-dire que maintenant qu'on a parlé de ces bienfaits, comment est-ce qu'on les met en place ? Moi, ce que je pense, c'est que la première chose qui est obligatoire, c'est d'avoir une idée fiable du nombre de pas que la personne fait par jour. Parce que je suis désolé, moi j'ai tous mes patients, quand je parle avec eux, qui me disent « Oui, mais moi je fais de la marche. » Ok. On va prendre votre téléphone, on regarde si vous avez une montre connectée, ou on télécharge une application et on regarde précisément combien de pas vous faites. Parce qu'il y a plein de gens qui estiment qu'ils marchent beaucoup, et en fait, malheureusement, ils marchent très peu. Donc déjà, on regarde ça de manière fiable. Et surtout, on regarde la moyenne sur la semaine. Parce que j'ai aussi des patients qui me disent « Ah oui, moi le samedi, je marche 10 000 pas. Et puis le dimanche, je marche 10 000 pas. » Ben oui, mais du lundi au vendredi, il y a 2 000 pas. Ce qui fait une moyenne à 3 500 pas sur la semaine, ce qui est faible. D'accord ? Donc on prend la moyenne sur la semaine. Et donc là, on a un point de départ qui est important. Le point de départ, il n'a aucune importance, mais au moins dessus, on peut construire et dessus, on peut le faire évoluer. Et là, toutes les stratégies qu'on a un petit peu mentionnées sont bonnes. Essayez peut-être d'aller au travail en marchant, marcher entre midi et 2, essayer d'aller faire ses courses, descendre un peu plus tôt du transport en commun qu'on prend. Voilà, tout ça, c'est des bonnes idées. C'est peut-être un peu bateau parce que c'est pas révolutionnaire, c'est peut-être le problème, mais c'est très efficace. Donc il faut vraiment essayer d'augmenter. Et plus vous marchez, mieux ce sera. Donc chaque pas en plus, c'est important. Moi, ce que je pense, c'est que de nos jours, on l'a dit au début, on passe beaucoup trop de temps assis chaque jour, et notamment beaucoup trop de temps assis quand on travaille. On l'a dit, on passe 7-8 heures, pour la plupart des gens, assis à un bureau face à un écran.
Ça, moi, je pense que c'est quelque chose qui est plus possible. On peut plus avoir autant de temps dans la journée où on est immobile pour gagner notre vie, pour travailler, et que ça soit mauvais pour la santé. Parce que j'ai bien conscience qu'il y a plein de personnes, on l'a dit au tout début, que c'était mauvais, mais qui n'ont pas de moyen de s'y soustraire, qui n'ont pas de moyen de faire autrement. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués, donc c'est bien beau de leur dire que ça augmente leur risque de tomber malade et ça augmente leur risque de mourir, mais si j'offre pas de solution, je pense que voilà, c'est pas tellement la notion d'un professionnel de santé. Donc moi, ce que je pense, c'est que ça, c'est plus possible. Donc la première étape, c'est que pour faire en sorte que ce moment-là soit propice pour la santé, soit bon, c'est d'avoir un bureau assis debout. Avoir un bureau qui se lève. Donc déjà, au bout d'un certain moment passé assis, la personne peut se lever. C'est une première étape, mais c'est pas totalement satisfaisant parce que finalement, la personne, elle va être immobile debout. Et donc, on va retomber un peu sur des effets de la sédentarité. Ça, c'est montré scientifiquement. Donc là, la deuxième étape qui est capitale, c'est de rajouter un tapis de marche sous le bureau en position élevée. Et donc, sur une vitesse qui est assez faible, 3,5 km/h, ça va permettre, sur des tâches qui ne nécessitent pas une précision peut-être au clavier, à l'ordinateur, etc., de pouvoir marcher en même temps. Il faut savoir que à cette vitesse-là, 2h15, vous avez fait 5000 pas, donc 4h30, vous avez fait 10 000 pas dans votre journée. Donc sur tous les moments où vous êtes au téléphone, en réunion, en visio, etc., moi, je pense que c'est des moments où chacun pourrait faire de la marche, et même sur certaines tâches administratives, avec de l'entraînement, après, on peut se mettre à utiliser la souris de son ordinateur, etc. Pour tous les gens qui pensent que peut-être ça pourrait faire perdre en productivité, on sait très bien que l'activité physique, elle est particulièrement bonne pour les fonctions cognitives, elle améliore le fonctionnement de votre cerveau, notamment avec la libération de certaines hormones, certaines myokines comme le BDNF, qui est une sorte d'engrais un petit peu pour le cerveau, et qui est libéré au cours du mouvement. Donc, il y a plein d'études qui ont montré que l'activité physique améliorait la mémoire, des gens à qui on a demandé d'apprendre un texte en marchant, etc. Donc en plus, moi je pense que ça améliorerait même la productivité. Donc voilà, ça c'est très important. Il faut s'imaginer la puissance que ça pourrait avoir. Ça veut dire que quand une personne rentrerait chez elle après sa journée de travail, elle n'aurait pas eu les effets négatifs de la sédentarité dont on vient de parler, mais en plus, elle aurait eu les effets positifs de la marche. Donc ça fait une différence qui est capitale. En plus, la marche, c'est une activité qui est très peu taxante pour le système nerveux. Ça veut dire que ça génère très peu de fatigue. Donc quand vous rentrez chez vous, vous avez toujours suffisamment d'énergie pour vous occuper de votre famille, si c'est nécessaire, pour sortir, pour voir des amis, pour faire des courses, pour faire du sport. Voilà, donc en fait, vous arrivez à impacter, à introduire dans votre journée quelque chose qui est positif de manière transparente. Donc ça, pour moi, c'est absolument incroyable pour la santé. Et il faut qu'on réfléchisse absolument à ça. Depuis peut-être la nuit des temps, quand on était des fermiers, on a fait évoluer notre travail, on a des squelettes de la Rome antique avec des paysans, où on a retrouvé la plupart étaient paysans, donc on a retrouvé des squelettes, on a vu qu'ils avaient une solidité, une densité de leurs squelettes qui était énorme. Donc ça, ce que ça veut dire, ça traduit le fait qu'ils avaient une condition physique liée à leur travail physique qui était énorme. Après, on a eu la révolution industrielle, deuxième moitié du 19e siècle, où on est passé d'une population surtout agricultrice à un travail d'usine. Ça avait des inconvénients pour la santé, mais c'était encore un travail qui était en mouvement. Et après, sur la fin des années 1990, on a eu cette autre révolution avec l'apparition de l'ordinateur, la société de services qui s'est mise en place, et donc toute la population qui s'est retrouvée énormément sédentaire lors de son travail. Et à chaque fois, quand on est passé des champs aux usines, aux ordinateurs, c'est toujours un aspect très productiviste, le fait d'être plus productif, de rapporter plus d'argent, qui a toujours dicté cette évolution. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que la prochaine un petit peu évolution du travail, elle pourrait être liée à de la santé pour une fois, et pas à une recherche toujours de profit? Même si en plus, parce que je suis pas non plus naïf, je l'ai dit, je pense que ça peut encore améliorer la productivité et faire en sorte que les gens soient plus performants dans leur travail. Eh ben, j'ai adoré cette partie-là. Elle était assez incroyable, mais je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Par contre, je vais pas te louper. Je sais que tu poses régulièrement 2 questions à tous tes invités. Tu crois que tu vas les louper, ces 2 questions? Non, tu vas pas les louper. Première question, si tu devais partager un conseil à tous tes patients pour améliorer leur santé, lequel choisirais-tu?
C'est dur parce que j'avais envie d'être original, etc. Sur cette réponse-là. Et je le serai pas parce que vu la vidéo et la discussion qu'on vient d'avoir, je peux que faire la promotion de l'activité physique. Et je veux réinsister sur ces 3 notions dont on a parlé. L'importance de la fréquence au début, une fréquence élevée. Plusieurs fois dans la semaine, vous faites votre activité. Des séances qui sont courtes et des séances qui sont peu intenses. Il faut que ça soit pratiquement quelque chose de transparent dans votre semaine au tout début. Il faut que vous soyez frustré. Quand vous finissez votre séance, il faut que ce soit facile. Et moi, j'insisterai aussi sur le fait que il faut prendre soin de votre corps. C'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Donc, bougez. C'est important ça, hein. On peut changer d'appartement, on peut changer de voiture, on peut changer de maison s'il nous plaise plus, mais on pourra jamais changer de corps. Donc, soit on a un corps qui nous limite, malheureusement, dont on est esclave, qui nous empêche de pouvoir faire ce qu'on veut parce qu'on se dit « Ah, je ferais bien telle randonnée, j'irais bien visiter tel pays, j'irais bien voir mes petits-enfants. » Mais en fait, je peux pas y aller parce que mon corps me le permet pas, c'est trop compliqué, je suis trop malade. Ou sinon, au contraire, on a un corps qui nous permet de faire absolument tout ce qu'on veut quand on veut avec les gens qu'on aime. Et dans ce cas-là, c'est un outil qui est formidable. Et toi, qu'est-ce que tu as changé récemment dans ta vie pour améliorer ta santé ? Alors, j'en ai parlé un petit peu à droite à gauche et je vais pas être original, mais c'est terriblement efficace. C'est que je me suis mis à aller au travail en vélo. Comme je l'ai dit, j'ai eu 2 petits garçons, donc il a fallu réorganiser quand même ma vie au niveau de l'activité physique et repenser certaines choses. Et donc maintenant, avant je prenais le métro, et maintenant je vais au travail et je reviens du travail en vélo. Je trouve que c'est important quand même d'en parler, parce que déjà moi j'ai vu une énorme différence sur mon corps, et pourtant je faisais beaucoup d'activités physiques déjà, mais ça m'a rajouté des activités cardio, un petit peu qui m'essoufflent, et j'ai vu que j'avais perdu du poids, que voilà, ça me faisait quand même dépenser beaucoup d'énergie, ça me fait faire à peu près 20 km par jour. C'est très important parce que du coup, les jours où je suis pris, où je rentre tard du travail, où il faut s'occuper de la famille, etc., j'ai quand même fait mes 20 km par jour. Donc ça, c'est génial. Par contre, je vais insister sur quelque chose, c'est que c'est pas toujours une partie de plaisir. Il y a des fois, je me régale. En ce moment, il fait chaud, donc voilà, faire du vélo dans Paris, il y a des super monuments, c'est magnifique, etc. Ok. Mais il y a aussi des jours où il pleut. Cet hiver, il a fait froid et c'était pas fun tout le temps. Quand vous êtes trempé pendant une semaine, c'est pas drôle. Mais voilà, c'est à ce prix-là qu'on peut aussi faire en sorte d'avoir une santé qui est au top. Et ce que je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est sur le fait que, en fait, ça bouge tout le temps, c'est mouvant tout le temps. Et même si avant, je pensais que j'estimais que je faisais beaucoup de choses qui étaient bénéfiques pour ma santé, c'est en constante évolution et on peut toujours remettre en question certaines de nos habitudes pour essayer de les faire évoluer. Et aussi en fonction de nos évolutions de travail, de famille, avec nos responsabilités, et c'est essayer de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, tout de suite, avec ma situation, avec le temps que j'ai, des petites pierres autour pour améliorer ma santé. Chaque changement dans votre vie doit être vu comme une opportunité de mettre de l'activité physique et de réorganiser vos habitudes de vie d'une manière générale. Merci beaucoup Raph, tu as donné beaucoup de valeur, merci à toi. Merci beaucoup, j'espère qu'on pourra aider les gens. C'était le podcast de GG Raph.